YouTube. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde et vraiment bienvenue à notre quatrième soutenance du jour. C'est le tour de Monsieur Jean-Oni Alexandre qui a été suivi, encadré ou dirigé par notre cher collègue Tadala Etienne, docteur Tadala Etienne, donc dans le rôle de directeur de mémoire, et le docteur Jules-Marie Saint-Martin dans le rôle de rapporteur. Donc, il a travaillé sur les défis et perspectives de la gestion des collectivités territoriales en Haïti, étude de cas de la commune de Fondé-Blanc entre 2021 et 2025. Jean-Oni, tu as 10 minutes pour nous faire ta présentation et par la suite, on aura les interventions à tour de rôle des collègues. Jean-Oli. Ok, et bonsoir à tous et permettez-moi tout d'abord d'adresser mes salutations les plus respectueuses au président et aux membres du jury ici présents. Je tiens aussi à remercier sincèrement pour l'honneur que vous me faites en acceptant d'évaluer ce travail. Une salutation spéciale à mon directeur de mémoire, le docteur Tadala Etienne, pour son accompagnement et ses conseils éclairés et sa disponibilité tout au long de ce parcours académique. Donc, sans plus tarder, comme vous venez de l'énoncer, le sujet, nous allons rentrer d'abord dans le travail. Donc, tout d'abord, on sait que la gestion des collectivités territoriales occupe aujourd'hui une place centrale dans les débats sur la gouvernance et le développement, surtout dans les pays du Sud. Elle est considérée comme un levier essentiel pour rapprocher l'État et ses citoyens et aussi d'avoir et instaurer une démocratie de proximité. Donc, en Haïti, cette problématique a pris une résonance particulièrement avec la Constitution de 1987. Et c'est pour cela que nous avons choisi de travailler sur la gestion des collectivités territoriales en Haïti et plus particulièrement sur la commune de Fondé-Blanc. C'est parce que nous sommes partis d'un constat évident. Depuis plus de 3 décennies, la décentralisation voulue par la Constitution de 1987 demeure inachevée et elle dépend presque entièrement du pouvoir central qui conserve la maîtrise des grandes décisions et des budgets. Et nous savons que la Constitution avait pour ambition de transformer profondément l'organisation de l'État haïtien. Et nous avons choisi le cas de la commune de Fondé-Blanc, parce qu'il illustre parfaitement ce paradoxe haïtien. Donc, Fondé-Blanc est une commune officiellement créée en 2015, mais qui fonctionne encore avec des moyens limités et avec une population jeune, dynamique, porteuse de potentialité, mais peu impliquée, et des ressources locales agricoles, communautaires et autres sous-exploitées par faute de planification et d'accompagnement, et aussi une dépendance presque structurelle vis-à-vis de l'État central et des ONG. Donc, en d'autres termes, on peut dire que Fondé-Blanc concentre toutes les contradictions du système de gouvernance territoriale en Haïti. C'est cette contradiction, ce décalage entre les discours et la réalité qui nous a poussé à choisir ce sujet. Nous avons voulu comprendre pourquoi, malgré la promesse de la Constitution et les espoirs placés dans la décentralisation, les communes comme Fondé-Blanc continuent de fonctionner dans la précarité et la dépendance. Et surtout, nous avons voulu savoir quelles perspectives existent pour transformer ces collectivités en véritables acteurs du développement national. Les objectifs poursuivis. À travers ce travail, nous sommes fixés plusieurs objectifs. Donc, qui est premièrement de comprendre la réalité de la gouvernance locale à Fondé-Blanc et ses limites, et analyser les blocages structurels de la décentralisation en Haïti, et mettre en valeur aussi les opportunités locales comme la mobilisation de la participation citoyenne. Il y a aussi les initiatives communautaires et la diaspora. Et aussi de proposer des recommandations stratégiques et opérationnelles pour renforcer les collectivités territoriales et transformer la décentralisation en véritable outil de développement national. Donc, comme question de recherche, notre démarche a été guidée par une question centrale. Quels sont les principaux défis auxquels fait face la commune de Fondé-Blanc dans la gestion de ses affaires locales et quelles perspectives peuvent être envisagées pour renforcer l'efficacité, l'autonomie et la participation citoyenne dans la gouvernance territoriale en Haïti. Donc, pour essayer de répondre à la question centrale, nous avons formulé
deux hypothèses principales. D'abord, il y a la faiblesse des capacités institutionnelles, techniques et financières qui constituent un frein majeur à la gestion efficace de la commune de Fondé-Blanc. Et ensuite, il y a l'absence de planification stratégique et la faible implication citoyenne qui réduisent considérablement les effets attendus de la décentralisation. Donc, comme méthode de travail, donc au sein de la méthodologie, nous avons adopté une approche qualitative enrichie par des données quantitatives issues de notre enquête de terrain. Donc, d'abord, nous avons mené une enquête par questionnaire auprès d'un échantillon représentatif de la population de Fondé-Blanc. Ensuite, il y a des entretiens semi-directifs avec des élus, des leaders et des ONG, et aussi des analyses documentaires, des textes juridiques et apports institutionnels, etc. Donc, pour analyser tous ces défis, les perspectives de la gouvernance territoriale en Haïti, nous avons mobilisé trois cadres théoriques majeurs. Premièrement, il y a la gouvernance décentralisée. Cette approche repose sur les principes de subsidiarité, de transparence et de démocratie de proximité. Selon la Banque mondiale, donc la gouvernance locale réussit lorsque les citoyens sont impliqués dans les décisions et que les autorités locales disposent des ressources et de compétences suffisantes. En Haïti, comme le souligne le docteur Christophe Providence, la décentralisation a été consacrée par la Constitution de 1987, mais malheureusement, elle reste largement symbolique. Pourquoi? Faute de loi d'application et de moyens réels pour transférer ces pouvoirs aux collectivités. Deuxièmement, il y a l'approche institutionnelle. Douglas North définit les institutions comme les règles du jeu qui structurent les comportements politiques, économiques et sociaux. Leur efficacité dépend, de la cohérence entre les règles formelles, qui sont les lois, la Constitution, et aussi les pratiques informelles que nous savons comme les habitudes, les mœurs, clientélistes, etc. Donc, dans le cas haïtien, plusieurs auteurs comme Mouni Desroches, Claude Moïse soulignent que l'État proclame la décentralisation, mais conserve la majorité des leviers de décision et des ressources. En dernier lieu, il y a l'approche systémique. Donc là, qui invite à considérer la gouvernance comme un système où interagissent les dimensions politique, économique, sociale, financière et administrative. Donc, Edgar Morin, avec sa théorie de complexité, montre que l'analyse d'un problème ne peut être efficace que si l'on prend en compte ces différentes interconnexions. Donc, en résumé, en combinant ces trois approches et nous appuyant sur les travaux de Providence, M. North et M. Moïse et d'autres, etc., nous avons pu analyser avec rigueur les contradictions de la décentralisation en Haïti et proposer des solutions adaptées à la réalité de la commune du Fondé-Blanc. Donc, comme plan de mémoire, notre mémoire est structuré en 6 chapitres, etc. Donc, en termes de résultats obtenus, notre enquête menée à Fondé-Blanc et autres, nous montre que sur le plan démographique, comme le démontre ce travail, ce tableau, la population est en majorité composée d'hommes qui sont au nombre de 58%, et aussi, il y a une forte présence de jeunes qui sont au nombre à peu près de 18 à 40 ans, qui représentent 55%. Et il y a aussi, sur le plan éducatif, 30% de la jeunesse a atteint le secondaire, ou bien de la population a atteint le secondaire et vers l'université, tandis que la moitié de la population reste au niveau fondamental ou sans scolarisation. C'est l'un des problèmes majeurs de cette commune. Enfin, il y a les activités principales qui relèvent, donc activités économiques, qui relèvent que 40% de la population vit de l'agriculture, 25 autres du commerce, 15 autres de la fonction publique qui travaillent au sein de la mairie et 20 d'autres qui sont toujours des étudiants sans emploi. En termes de perception de la gouvernance, 62% de la population reconnaît le travail et le rôle joué de la mairie dans le développement de la commune. Et aussi, il y a d'autres aussi qui expriment des critiques fortes par manque de transparence, absence de planification et aussi de rareté d'assemblées locales. Sur la participation citoyenne, malgré le Fondé-Blanc, il y a une jeunesse nombreuse et mobilisable aussi, la participation aux décisions reste faible. Beaucoup affirment n'être ni consultés ni informés des projets de la mairie. Sur le plan initiative positive, l'étude a néanmoins mis en évidence des réussites locales, des projets communautaires souvent appuyés par des ONG, des organisations, la diaspora, telles que dans l'éducation, l'assainissement, le social, comme l'eau potable et l'agriculture, etc., etc. Donc, pour
conclure donc tout ça, comme conclusion, je peux dire que la présente recherche consacrée aux défis perspectives de la gestion des collectivités territoriales en Haïti, cas de la commune de Fondé-Blanc, 2021-2025, s'inscrit dans une problématique à la fois ancienne et toujours d'actualité. Elle visait à comprendre pourquoi, malgré un cadre constitutionnel et juridique relativement avancé, la décentralisation reste en Haïti une promesse inachevée. Et comment les collectivités locales peuvent néanmoins devenir des leviers stratégiques du développement national. Les expériences internationales prouvent qu'avec une volonté, surtout dans les pays de l'Amérique du Sud, surtout dans les pays du Sud de préférence, un financement pérenne et la participation citoyenne, la gouvernance locale peut devenir un moteur de transformation. Excuse-moi. Donc, en comparant donc, la question de recherche, quels sont les principaux défis auxquels fait face la commune de Fondé-Blanc dans la gestion des affaires locales et quelles perspectives peuvent être envisagées pour renforcer l'efficacité, l'autonomie et la participation citoyenne de la gouvernance territoriale en Haïti avec les hypothèses qui c'est la faiblesse des capacités institutionnelles, techniques et financières et aussi l'absence de planification stratégique et la faible implication. Donc, avec les résultats obtenus, nous pouvons déduire que ces hypothèses sont nuancées parce que les réponses sont vérifiées en partie et il y en a d'autres éléments qui ne sont pas pris en compte, faute de quoi par rapport avec la situation d'insécurité et aussi donc la crise politique institutionnelle que traverse le pays. Néanmoins, notre recherche comporte des limites, mais loin d'invalider nos résultats. Au thème de travail, il y a 5 pistes majeures qui émergent. Il y a premièrement le renforcement, on doit renforcer l'autonomie financière des communes, professionnaliser les élus et les agents locaux, développer la participation citoyenne à travers des mécanismes concrets et aussi de valoriser la diaspora comme acteur stratégique et, en dernier lieu, encourager la coopération intercommunale. Donc, ces recommandations ne sont pas des utopies, mais des nécessités. Car sans collectivité forte, Haïti ne pourra ni consolider sa démocratie, ni garantir un développement durable, ni renforcer sa souveraineté. Enfin, ce mémoire n'est pas une fin, mais une invitation pour approfondir, comparer et élargir l'étude de la gouvernance locale afin de mieux préparer l'avenir. Ainsi, nous plaidons pour que la décentralisation cesse d'être un slogan pour devenir un projet national de dignité, de responsabilité, de transformation collective. Sur un plan plus patriotique, nous affirmons que la reconstruction de l'État, la relance économique et la souveraineté nationale passeront par des collectivités fortes, dynamiques et responsables. Comme j'ai dit, l'indépendance est née de nos provinces, de la base populaire. Ainsi, la renaissance d'Haïti doit repartir de nos collectivités pour s'élever jusqu'au sommet. Merci. Merci pour la présentation, Jean-Rony. Je vais tout de suite passer la parole au rapporteur et après lui, je pourrai peut-être faire quelques commentaires sur ton travail. Et puis, en dernier lieu, ton directeur de mémoire aura aussi à t'interroger ou à nous expliquer comment a été cette expérience avec toi en termes d'encadrement. Voilà. Et docteur Saint-Martin, tu as la parole. Merci, docteur Providence. Et je profite de l'occasion pour saluer donc, le docteur Tadal Etienne. Et je tiens à féliciter l'impétrant, normalement pour la qualité de son écriture. Bien qu'il y ait des petites coquilles à corriger, des phrases un peu trop longues, mais globalement, le document est potable. Le document est très bien écrit en termes d'écriture. Et sur le plan de la forme, je trouve que le document est très déséquilibré. Par exemple, le chapitre 1 comporte 11 pages, chapitre 2, 5 pages, chapitre 3, 12 pages, chapitre 4, 18 pages et chapitre 5, 8 pages. Et je demande pourquoi donc, autant de chapitres. Donc, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que l'étudiant fusionne donc, certains donc, de ces chapitres? Ensuite, à l'intérieur des sections, il y a des paragraphes ou sous-sections comportant un seul paragraphe. La numérotation au sein de plusieurs sections est mal faite. Par exemple, un paragraphe est intitulé « Approche méthodologique » et ensuite vous avez décliné
ou numéroter les composantes de ce paragraphe, comme par exemple outil d'enquête, comme étant un paragraphe également. Donc, je pense, et l'approche méthodologique qui englobe les outils d'enquête, donc, etc., si c'est un paragraphe, donc la présentation donc, des outils d'enquête ne peut pas être également un paragraphe. Donc, il faut corriger donc, ces imperfections. Ensuite, il y a trop de répétitions dans les dénominations, surtout au niveau de la section du cadre méthodologique. D'abord, vous avez intitulé donc, une section cadre méthodologique, et ensuite un paragraphe approche méthodologique, et ensuite méthodologie. C'est comme si donc, ces concepts sont différents. Donc, j'aimerais que vous identifiez normalement la différence entre ces concepts-là, cadre méthodologique, approche méthodologique, méthodologie, donc à l'intérieur d'une même section. Donc, il y a confusion, ou du moins, c'est des répétitions. La bibliographie est globalement bien présentée, mais il faut éviter de compartimenter la bibliographie. Par exemple, tu mets des ouvrages, donc des rapports. Donc, cela rend donc, le suivi relatif aux références bibliographiques difficile donc, pour les lecteurs. Donc, il faut uniformiser donc, la bibliographie, à l'exception des références, des liens web, par exemple, mais on doit mettre tous les documents, surtout pas ordre alphabétique, mais on ne doit pas compartimenter donc, la bibliographie. Donc, ce n'est pas recommandé. Votre travail, ensuite, le plus grand problème, ne comporte pas vraiment de problème de recherche. Autrement dit, on ne voit pas sa valeur ajoutée. Vous avez mobilisé donc, la littérature d'un ensemble d'auteurs et d'ouvrages sur le thème qui sont assez pertinents. Et par exemple, vous avez utilisé donc, des écrits de M. Christophe Providence et d'autres, mais vous n'avez pas montré ce que vous visez à apporter en plus par rapport à cette littérature mobilisée. D'ailleurs, on a l'impression que les auteurs ont déjà mis en valeur les défis et les perspectives que vous avez identifiés. Autrement dit, déjà, vos hypothèses de recherche sont déjà vérifiées, même avant votre enquête de terrain. D'ailleurs, vous avez dit dans votre présentation que vos hypothèses sont nuancées, mais la façon dont vous avez construit donc, votre chaîne d'hypothèses, et vous avez présupposé déjà donc, cette nuance. Et ensuite, c'est comme si, à partir de votre révision de littérature, comme je viens de le dire, les hypothèses sont déjà donc, vérifiées. Donc, autrement dit, votre travail n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Et c'est comme si, donc, peut-être vous avez confronté ce que les auteurs ont déjà identifié, peut-être avec la réalité donc, de la commune et sous étude. En plus, je pense que la méthode qualitative que vous dites d'avoir utilisée dans votre travail n'exclut pas l'utilisation d'outils de statistiques descriptives en termes d'expression de certaines tendances exprimées. Donc, je vous conseille à essayer de mettre dans des tableaux certaines tendances que vous avez présentées en pourcentage dans le texte. Enfin, je n'ai pas grand-chose à dire, mais je vais vous laisser avec cette question. Qu'est-ce que vous avez pu identifier de différent en termes de défis et de perspectives de la gestion des collectivités territoriales haïtiennes que la littérature scientifique dans le domaine n'a pas pu identifier? En d'autres termes, quel est l'apport scientifique et opérationnel donc, de votre travail? Donc, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. J'espère que l'impétrant, il prend note entre-temps. Oui. Surtout, il aura à répondre aux questions, mais pour les remarques, il doit se mettre au travail, se remettre au travail pour pouvoir vraiment améliorer son texte. Avant de passer la parole au
au directeur de mémoire. Et j'ai quelques inquiétudes parce que ça m'a fait peur, hein, j'ai eu peur. Et quand j'ai eu peur en allant au niveau de ta bibliographie. Et tu peux me dire de qui tu parles quand tu dis Providence? Je parle du docteur Providence, de vous, Christophe Providence. Ah, c'est Christophe Providence. J'ai eu peur parce que j'ai vu tantôt comme prénom. Alors, ça m'a fait peur parce que on regarde. Alors, je vais sur ton document et j'ai vu Christophe avec M. Donc, c'est comme peut-être Marc Providence et Michel Providence. Hein? Donc, tu ne parles pas de moi, en tout cas, de toute façon. Et tu mets J Providence, d'accord? Ça peut être Joseph, ça peut être Jacques, Jean-Jacques, mais ce n'est pas Christophe Providence. Donc, attention, 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 quand tu fais ta bibliographie, tu cites les auteurs, à ne pas te tromper. Certes, il y a le nom de famille, mais le nom de famille n'appartient à personne. Parce que dans la famille, il peut y avoir 10 000 chercheurs Providence. Auquel cas, il faut bien préciser les choses. C'est le prénom ou les prénoms qui aident à comprendre de qui est-ce que tu es en train de parler. Tu as fait, c'est partout, hein? Il faut vraiment revérifier tes sources. Il faut revérifier les sources. Hein? Par exemple, pour Guillaume, Horis Guillaume, tu as mis Guillaume A, ça veut dire André, c'est pas Horis, ou etc. C'est un collègue avec qui je... Et puis, les intitulés, mais on n'a pas, c'est pas dans ça, c'est pas ce qu'on a écrit. Moi, je me demande vraiment où ça que tu as été prendre ces références. Hein? Donc, il faut vraiment, vraiment revoir, et ça m'inquiète hein, au plus haut point. Parce qu'il y a un ensemble effectivement, un ensemble de publications dans des revues, c'est vrai, qui traitent de la question, des ouvrages académiques scientifiques, oui, c'est vrai aussi, mais tu ne fais pas référence à mes travaux. Hein. C'est même pas mon nom. Bon, ok. Donc, il faut vraiment, calmement, reprendre tout ça selon les normes. Tu donnes l'impression de respecter les normes alors que c'est faux. Pourquoi? Parce que les références sont fausses. Donc, je t'invite à faire attention à ces détails-là. Autre élément pour vraiment t'aider à peaufiner ton travail, en 9 points rapidement. D'abord, ton résumé, oui, on apprécie l'effort, mais il faut être vraiment percutant. Tu ne parles pas de la méthodologie qualitative. Non, j'ai fait ça. Il y a eu, je ne sais pas moi, 36 enquêtés, etc. Tu parles des résultats chiffrés également. Tu dois parler des résultats chiffrés, etc., etc. Donc, dans le résumé, ce n'est pas un simple exercice de mettre ce qu'on veut, ce qui nous passe par la tête. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui lit le résumé doit comprendre tout le travail. Tout le travail. Y compris les résultats, voire même les recommandations à partir des résultats palpables, des données que tu as pu mobiliser. Autre élément, deuxième point, je ne vais pas refaire tout le travail, mais je m'inscris, en tout cas, je partage entièrement les remarques déjà de Jude, et alors, du rapporteur, d'accord? Il y a des répétitions, il faut éviter les répétitions. Tu vois, tu dis des choses et on dirait qu'on est un peu, et ça se voit, hein, même dans ton plan, tu as l'impression, tu donnes l'impression de tourner en rond. Hein? Donc, il faut progresser, il faut vraiment, en tout cas dans tes idées, il faut avoir vraiment une capacité à progresser, à faire progresser tes idées. Bon, parallèlement dans les références, dans tes références, je retourne dans ça. Pourquoi? Parce que IUS a publié en 2025 d'ailleurs un ensemble d'articles scientifiques, hein, et il y en a pas mal qui traitent de la question. Hein? Ça veut dire que tu aurais pu, puisque les documents existent,
tu aurais pu utiliser ces sources, qui sont des sources vraiment très, très actualisées. Hein? Je pense à un ensemble de travaux qui ont été déjà menés à l'IUS et qui, voilà, je t'invite à te rapprocher d'un ensemble d'auteurs qui ont proposé, qui avaient traité un certain nombre de questions. Voilà. Alors, sur le cadre théorique, attention, ce n'est pas une compilation qu'il faut faire. Il faut vraiment faire une discussion critique. C'est-à-dire montrer en quoi l'approche de Providence est différente de celle de Ostrom ou de Calan, etc. Donc, il faut faire un débat critique. D'accord? Ça manque vraiment cruellement. Il faut prendre du recul. Hein? Donc, je dis ça pratiquement aux autres également. Mais c'est quelque chose, vous avez, en tout cas, les étudiants ont des éléments importants. Il suffit de pouvoir prendre un peu de recul et de pouvoir se positionner dans ce vaste ensemble. Chapitre 2 maintenant. Bon, tu as présenté des photos. Moi, c'est du jamais vu. Mais c'est pas possible. Ali, c'est même interdit. Je ne sais pas où ça que tu es allé. Je prends des photos. Tu te dis, ouais, je vais mettre ça là, ça va être sexy. Et puis, tu n'analyses même pas, tu ne commentes même pas. Mais c'est du jamais vu. Donc, il ne faut pas faire de remplissage. Et on peut toujours avoir, si c'est utile, hein, si ça permet d'enrichir ton texte, on peut toujours avoir une photo ou deux en annexe, pas dans le corps du texte tel que tu l'as présenté. C'est vraiment interdit. Hein? Et à l'IUS, nous ne sommes pas des danseurs. Hein? Et donc, j'ai envie de dire, au niveau scientifique, il y a des choses qu'on ne fait pas. Si vrai qu'on doit mettre une photo, une carte, etc., ça doit apporter vraiment un élément d'analyse. Ça doit permettre un approfondissement, ça doit enrichir ton travail. Ce n'est pas uniquement de te contenter de mettre des choses juste pour faire... pour nous, l'esthétique, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse. Hein? Donc, si quelqu'un me demande est-ce que je suis beau, est-ce que je suis belle, moi, ça ne me dit rien. Hein, parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. OK, donc c'est pas ça qu'on est en train de rechercher. Autre élément, il faut approfondir l'interprétation des graphiques. Je parle de tes graphiques. Il faut analyser et interpréter. Analyser, ça veut dire que voilà ce que j'ai pu trouver, etc., etc. Interpréter par rapport même aux théories que tu as mobilisées, les différentes théories. Est-ce que ça, comme réponse, ça correspond plus au positionnement de Providence ou celui d'Ostrom, etc., etc. Ça s'appelle interprétation. Ça manque vraiment dans ton travail. Heureusement, tu as les éléments, mais tu dois pouvoir enrichir ton travail avec des interprétations. Et puis, bon, ce cas que tu as choisi, OK, je veux bien l'accepter puisque c'est ton choix, on respecte. Mais pourquoi uniquement Fondé Blanc? Est-ce que Fondé Blanc ne peut pas être analysé dans une logique dans ses relations, par exemple, avec d'autres communes limitrophes, des communes voisines de Fondé Blanc? Hein? Et parce que ce qu'il y a, c'est que quelque part, j'ai l'impression que c'est un peu, tu joues au marron, quoi. Tu es allé te cacher derrière voilà, Fondé Blanc, alors qu'il y a beaucoup d'éléments à présenter, surtout en matière de développement. Parce que d'ailleurs, même si ce n'est pas moi que tu avais cité, hein, c'est quelqu'un d'autre de Providence, mais dans mon approche, en tout cas théorique, il s'agit de prendre en compte à la fois le territoire dans sa structuration, mais le territoire dans ses rapports avec les autres territoires. Vous voyez? Donc, on est dans cette approche territoriale du développement. OK? Bon, alors, donc voilà, donc je crois avoir dit bon, pour les annexes,
il faut vraiment au moins mettre un échantillon de réponses parce que le questionnaire que tu as mis là, moi, et peut-être c'est ça ma question pour toi, et je vais faire comment? Non seulement tu as posé un total de 8 questions. Premièrement, pourquoi seulement 8 questions? Tu parles de questions. Et pourquoi tu as voulu fermer tes questions? Je te demande de me répondre par rapport à une question. Si quelqu'un te pose une telle question, est-ce que tu dirais oui, non? Avez-vous déjà participé à des réunions publiques ou à des consultations locales? Oui, non. Si tu dis oui, ça apporte quoi comme information à la personne? Si tu dis non, ça démontre quoi? Tu vois, donc c'est comme la question en elle-même, je me demande quel type d'analyse que tu vas pouvoir en faire. Question 6. Je prends d'autres cas. Hein. Pensez-vous que la population de Fonds des Blancs participe activement au processus décisionnel? Pensez-vous? Et comme modalité de réponse, tu dis oui, non, parfois. Bon, quelqu'un qui te dit oui. Bon. Tu vois, donc, j'ai l'impression qu'il y a, je ne sais pas, je sais que avec tout ce qui se passe dans le pays, il y a des contraintes, hein, des choses qui dépassent, en tout cas, qui ne dépendent pas de nous. Hein, mais est-ce que tu es un bon paresseux? Hein? Et c'est ma dernière question pour toi. Et, parce que Jean-Rodi, es-tu un bon paresseux? Bon, alors je m'arrête là. Tu vas répondre tout à l'heure. C'est ma troisième question. Hein? Et puis, oui, cher Tadal, bon, avec plaisir, mon cher collègue, je te passe la parole. Avec nous le directeur de mémoire. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi mon collègue Jules-Marie, que je n'ai pas vu depuis bien longtemps. Et j'ai encadré Jean-Rony Alexandre avec plaisir. Et je dois avouer que le travail qu'il a réalisé, c'est un travail de qualité. Bien sûr, que ce soit les lecteurs critiques, que ce soit le président, ils ont signalé des manquements, des imperfections. Et c'est normal à ce niveau. Jean-Rony est encore un apprenti chercheur. Hein, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'efforts à faire pour progresser, pour parvenir au même niveau. Hein. Un jour, peut-être c'est dans 10 ans, 15 ans, le président. Donc voilà, si on considère ces quatre éléments-là, la forme, la bibliographie, le fond, et aussi, je pourrais dire, la méthodologie. Je peux dire dans l'ensemble, c'est un bon travail que Jean-Rony nous a présenté. Si je considère la forme, d'abord, vous allez, et j'ai encadré, j'ai participé à beaucoup de jurys, vous allez trouver très, très peu de fautes d'orthographe, de fautes au niveau syntaxique, grammatical. Ça, c'est à apprécier. Et vous pouvez comparer avec beaucoup d'autres mémoires, et moi, je suis rapporteur dans le mémoire qui va être présenté tout à l'heure. Et à ce niveau, il a fait un travail remarquable. Et si je considère la bibliographie, elle est très bien présentée. C'est vrai, et le lecteur critique a préféré qu'elle soit compartimentée.
qu'elle ne soit pas compartimentée. Excusez-moi, c'est le contraire. Qu'on présente tous les documents ensemble. Et je dirais que c'est sa préférence. Parce qu'il y a des universités de renom qui recommandent, qui exigent même que la bibliographie soit compatible, qu'on mette ensemble les ouvrages, qu'on mette ensemble les articles de revue. Petit mot, cher collègue. JS exige qu'on mette tout ensemble. Dans ce cas-là, il faut respecter, il faut respecter les exigences de l'IS. C'est la raison pour laquelle je demande toujours aux étudiants de respecter rigoureusement le canevas présenté par l'établissement d'enseignement. D'accord? Mais il y a des variations d'un établissement à un autre. Et au niveau du fond, l'étudiant a mobilisé un ensemble de données. Données recueillies à partir d'un ensemble de documents, d'une part, et données recueillies sur le terrain. Je crois qu'il a fait une bonne exploitation de ces documents-là à travers son analyse. C'est une analyse qui porte d'une part sur les défis et d'autre part sur les perspectives. Les défis, ce ne sont pas des défis qu'il lui-même il va inventer. C'est la raison pour laquelle il a mené des recherches. On ne va pas me dire que c'est à lui de formuler. Oui, il va les formuler, mais en s'inspirant du corpus qu'il a utilisé, des données recueillies, des documents consultés. Ce ne sont pas ses défis à lui. Au niveau des perspectives, là, oui, je suis d'accord. Là, son apport va se situer surtout à ce niveau. Voilà ce qu'il propose, compte tenu de ces défis constatés, compte tenu de ces défis identifiés à partir des données recueillies. Donc, dans l'ensemble, je pense que c'est un bon mémoire, bien sûr, et je te demande, Jean-Rony, bien sûr, de tenir compte de toutes les recommandations des autres membres du jury pour améliorer, pour peaufiner ton travail. Et à ce stade, moi, je pourrais te poser deux questions. La première est pourquoi, c'est une question simple, on pourrait dire, mais pourquoi tu as choisi de travailler sur les collectivités territoriales et plus particulièrement avec comme étude des cas et la commune des Fonds des Blancs? La deuxième question, et peut-être tu pourras répondre, et est-ce que au terme de ce travail que tu as réalisé et présenté, tu peux nous dire si les objectifs que tu t'étais fixés au début ont été atteints? Merci, Monsieur le Président, et c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, cher Tadal. Oui, on t'écoute, Jean-Rony, tu as la parole. Tu réponds à tout le monde. Bon, et avant de répondre aux questions, donc nous tenons à remercier Monsieur Jules-Marie, ainsi que le docteur Providence, ainsi que mon directeur de mémoire, donc pour toutes ces recommandations, parce que étant qu'un apprenti chercheur, donc nous sommes là juste pour apprendre et nous sommes toujours disposés et disponibles pour apprendre aussi de nos aînés, donc afin de
de donner un travail aussi satisfaisant, donc je sais qu'il va constituer donc un travail bien fait et aussi donc qui constitue l'image de l'institution de l'université l'US. Donc je prends en compte et les recommandations et je vais aussi tenir compte juste pour peaufiner le travail. Donc, pour la question, la contribution, bien l'approche scientifique donc, de mon travail, donc, je peux dire que le travail n'a pas été facile, vu par rapport avec la situation du pays, ok, parce que le déplacement a été extrêmement difficile. Mais quand même, par rapport avec cette volonté que j'ai, je sais pour travailler sur ce sujet, donc j'ai pu faire le nécessaire, donc c'est pour aboutir à ce travail. Donc, pour répondre à la question, je peux dire que sur le plan scientifique, donc ce mémoire donc, apporte une analyse, je peux dire, critique et contextualisée de la décentralisation en Haïti en la confrontant aux approches théoriques et gouvernance décentralisée, institutionnalisation et approche systémique, donc dans les cas théoriques. Donc aussi, il y a aussi l'évidence mise donc sur le décalage donc entre la Constitution et la réalité locale que nous vivons aussi, donc en montrant que et la décentralisation, malgré donc je sais et les textes et donc les textes légaux qui existent, malgré les travaux donc effectués, etc. Donc la décentralisation reste et demeure un discours plus qu'une pratique. Donc et ce qui explique donc le sous-développement ou même donc c'est donc l'état de notre société, etc. Donc l'étude de la commune de Fondé-Blanc donc, constitue une contribution empirique originale. Car, donc, je suis originaire de Fondé-Blanc, donc il y a peu de travail donc, qui ont été effectués donc, sur le plan académique, donc, qui concernent considérablement, mais spécifiquement donc, chez cette commune récemment créée donc, en 2015. Donc, c'est ce qui me pousse donc, je sais, à travailler donc, sur ce sujet, etc. Donc, par rapport avec la deuxième question du docteur Providence, pourquoi, pourquoi 8 questions? Donc, je peux dire, donc, bon, en termes d'équilibre et profondeur et aussi de faisabilité par rapport à toutes ces méfiances, etc. Donc, tout ça, cela m'a permis de recueillir des informations essentielles sans alourdir donc c'est le questionnaire ni de décourager aussi donc les répondants parce que donc Fondé Blanc donc vous connaissez très bien donc la réalité donc dans les provinces, etc. Donc, c'est tout ça. Donc Fondé Blanc n'est pas épargné aussi. Beaucoup de citoyens sont occupés donc, par rapport à leurs travaux, etc. Donc, un questionnaire donc, trop long aurait réduit le taux de participation et comme ça, je ne pourrais pas avoir donc, les réponses exactes et escomptées. Et en termes de représentativité ciblée, les 8 questions je peux dire que couvre donc les 3 dimensions fondamentales de notre recherche. Il y a la question de perception de gouvernance locale, donc je sais en termes de satisfaction, de transparence, de communication, etc. Il y a aussi la participation citoyenne, donc c'est tout ça. Et aussi, il y a aussi donc les barrières, donc je sais pas ici comme en termes de solutions. Donc, par rapport donc, aux questions fermées, pourquoi? Donc, comme nous venons de le dire, donc, nous aimerions que les questions puissent être claires et simplistes. Donc, tout ça. Question, exemple, oui, non, très satisfait, bien satisfait, facilite vraiment donc, la compréhension et évite des ambiguïtés et surtout dans une population diverse en termes d'instruction, d'éducation, etc. Donc, tout ça. Et c'est ce qui me pousse, donc, je sais, à présenter, donc, je sais, cette questionnaire de la façon, etc. Donc, je sais tout ça. Donc, mais nous allons tenir compte de votre remarque, etc. Je sais pour avancer. Jean-Oni, oui, professeur. Je comprends bien. Tu as que 8 questions. Et tu as fermé 6 d'entre elles. Et puis, maintenant, tu dis que c'est parce que la population... Non, parce que tu ne veux pas travailler. Donc, il faut faire attention, hein, parce que c'est vrai que tu as fait un travail hein, qui aurait pu être vraiment bien
bien, en tout cas, mieux valorisé. Tu ne peux pas t'amuser à trouver ces genres d'excuses. Hein, et en plus, il a parlé d'une approche qualitative. Et tu parles de qualitatif. Ce sont des questions particulièrement ouvertes, essentiellement ouvertes. Voilà, il faut faire attention. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, Jean-Oni, il ne faut pas oublier, si tu as choisi, et tu l'as dit, tu es originaire, il n'est plus noble, hein, tu es originaire de la commune, c'est vrai. Mais tu ne peux pas en même temps, hein, tu as cet amour-là pour ta commune et tu refuses de travailler. D'accord? Donc, vraiment fais attention. Et moi, je t'aurais suggéré je ne te demande pas de refaire l'enquête, hein, mais même pour ton bien, pour comprendre ce qui se passe chez toi, hein, dans ta commune par la suite, de bien opérationnaliser, hein, tes variables et d'identifier les vrais indicateurs. Parce qu'avec ces simples questions, tu n'es pas en mesure de démontrer vraiment grand-chose. D'accord? Donc, même par la suite, tu as intérêt à approfondir ce travail-là. OK? Mais ce n'est pas une excuse du tout de dire que, comme la population, ça va, je décide de fermer mes questions. Combien de questions? 8 questions fermées. Ce n'est pas possible. D'accord? C'est un bon paresseux. C'est pour ça que je t'ai posé la question, es-tu vraiment un bon paresseux? Voilà. Et tu réponds à cette question-là. Tu viens de répondre avec vraiment un bon paresseux. Alors, la différence entre le paresseux et le bon paresseux, il n'y a que 2 catégories, hein, à l'université, au niveau des étudiants. Les étudiants peuvent être paresseux ou bon paresseux. Le paresseux, il dit que, waouh, il y a des difficultés, waouh, comment je vais faire pour aller collecter des données, waouh, etc. Il s'arrange, il prend les dispositions nécessaires pour y aller, quand même. Il se plaint, mais il y va. Hein? Mais le bon paresseux, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve des excuses et puis c'est fini. Ah, la population ne va pas répondre. Ah non, et pour avoir une question claire, une réponse claire, mais j'ai décidé de fermer. Hein? Ça s'appelle un bon paresseux. Et donc, tu as répondu à la question. Donc, tu es vraiment un bon paresseux. Merci. Tu peux continuer, hein, avec les autres questions. Bon, merci encore une fois. Encore une fois, Docteur Providence, pour les remarques. OK, c'est très pertinent et ça va m'aider aussi. Donc, à avancer. J'ai failli oublier. Je pense que tu as des amis à l'IUS qui ont travaillé avant toi, hein, sur la question de décentralisation. D'accord? Okay. Je prends le cas de Zidore Fednel. Je peux prendre le cas de Joseph Lambert. Il y a d'autres étudiants qui ont travaillé. Donc, il y a des mémoires de master 2, hein, que tu n'as pas cités du tout. D'accord? Et puis, il y a des travaux de l'IUS. Donc, je t'invite à te rapprocher de ces collègues, hein, pour au moins, si tu peux, dans la révision de ton texte, tu peux prendre en compte un ensemble, en tout cas, d'éléments. Ce serait vraiment très bien pour ton travail. D'accord? Donc, je t'invite à le faire. Voilà. Merci, Docteur Providence. Et encore une fois, merci donc, pour les remarques aussi pertinentes. Donc, tout ça, nous allons tenir compte, etc. Donc, pour répondre aux questions donc, du Docteur Tadal, donc, pourquoi nous avons choisi donc, de travailler sur les collectivités territoriales en Haïti, surtout la commune de Fondé-Blanc. Donc, nous avons choisi de travailler sur les collectivités territoriales en Haïti et plus particulièrement sur la commune de Fondé-Blanc pour plusieurs raisons, à la fois scientifiques, personnelles et citoyennes. D'abord, sur le plan scientifique ou académique, la décentralisation présente un enjeu, je veux dire, fondamental pour le développement d'Haïti. Depuis la Constitution de 1987, donc l'État haïtien est reconnu comme un État unitaire, mais décentralisé. Toutefois, plus de 30 ans après, la mise en œuvre de cette décentralisation demeure encore une fois inachevée. Étudier une collectivité territoriale comme Fondé-Blanc permet donc de comprendre donc, les contradictions dans le cadre légal et de la réalité de la gouvernance locale.
Ensuite, il y a le choix de Fondé Blanc, s'explique par son importance stratégique et symbolique. Et aussi, donc, je suis originaire de Fondé Blanc. Donc, c'est une commune qui illustre les défis communs à la majorité des collectivités territoriales du pays par rapport au manque de ressources et dépendance vis-à-vis de l'État et central et des ONG, faiblesse institutionnelle et aussi une forte vitalité sociale par rapport avec sa jeunesse abondante et aussi la diaspora active. Donc, ce contraste fait de Fondé Blanc donc un cas d'étude représentative et pertinent pour analyser les limites et les perspectives de la gestion des collectivités locales en Haïti. Enfin, donc, sur le plan personnel et citoyen, bon, ce choix traduit mon engagement, le développement local. Nous avons voulu comprendre par ce travail donc, une meilleure compréhension des réalités vécues par les populations au niveau local et aussi d'identifier les pistes concrètes pour améliorer, donc, je peux dire, donc, nous pouvons dire, excuse-moi, les défis et les opportunités qu'il y a à Fondé Blanc. Nous souhaitons nourrir donc la réflexion sur la manière dont la décentralisation peut réellement devenir un levier de développement pour Haïti. Et l'autre question est-ce que, au terme de ce travail, donc, est-ce que nous avons pu atteindre les objectifs? Donc, je peux dire en partie que les objectifs de ce travail ont été globalement atteints dès le départ. Donc, l'étude visait, et je peux dire, analyser les défis et les perspectives de la gestion des collectivités territoriales en Haïti, en prenant, par exemple, la commune de Fondé Blanc comme étude de cas. Et d'abord, donc, sur le plan diagnostic, le mémoire a permis de dresser un portrait clair de la commune à travers des enquêtes menées. Donc, les résultats ont mis en évidence la forte potentialité de la jeunesse au sein de cette population. Il y a la prépondérance, je peux dire, donc, de l'agriculture et du commerce, mais aussi donc, les faiblesses liées au sein structurel, donc, par rapport avec la gouvernance. Donc, c'est tout ça. Donc, et sur le plan scientifique et analytique, dont le travail a confronté donc, le cadre légal, qui est la Constitution de 1987, donc à travers les différents articles, etc., 61, 61.2, etc., 1980, etc. Et aussi, il y a les différents décrets, OK? Donc, il a montré donc, l'écart entre une décentralisation prévue et une décentralisation vécue. Donc, il y a au sein de la Constitution 87, on a prévu la façon dont on doit organiser donc les collectivités territoriales, donc mais en termes de réalité, donc c'est autre chose. Donc cela a permis de confirmer que la réforme demeure inachevée, tout en mettant en évidence les causes profondes et les causes profondes comme centralisation excessive, de l'État central, faiblesse institutionnelle et déficit de financement et faible participation citoyenne. Donc, enfin, sur le plan prospectif, la mémoire a formulé des pistes de solutions, renforcer les capacités institutionnelles, améliorer la fiscalité communale, promouvoir je peux dire la participation citoyenne et impliquer davantage la diaspora et repenser donc la coordination de l'État, les collectivités et aussi les partenaires internationaux. Merci. Voilà, et bon, je ne sais pas si soit Jude, soit Tadal, si vous avez une réaction. Je vais apporter donc une précision. Vas-y. Normalement, donc, la soutenance a un aspect pédagogique. Donc, elle vise à faciliter donc l'apprentissage, ou du moins c'est l'amélioration donc et des capacités donc de l'étudiant, ou du moins c'est également à inculquer aux participants donc la culture scientifique. Donc à mon avis donc et je n'avais pas demandé normalement à l'impétrant et d'inventer des défis, puisque c'est la réalité de terrain donc et qui doit normalement donc illustrer donc ces défis-là. Mais j'avais demandé l'apport scientifique de ce travail. D'abord, je dois préciser à l'impétrant que la Constitution n'est pas un document scientifique. Donc, le fait de montrer l'écart entre ce que prescrit la Constitution et la réalité de terrain
Donc ça, c'est pas un apport donc, scientifique. D'autant plus, ce que je dis, il y a différents auteurs qui identifient déjà donc, les différents défis, les différents enjeux également et des perspectives. Donc, c'est que ce que j'aimerais donc que l'étudiant fasse dans le travail, c'est de critiquer un peu donc la littérature scientifique mobilisée pour dire qu'est-ce qui manque dans cette littérature, ou du moins qu'est-ce que cette littérature n'a pas abordé. Donc mon travail, par exemple, va approfondir, ou du moins va combler tel élément que cette littérature n'a pas comblé. Par exemple, la littérature, il se peut qu'il manque des données quantitatives, des données statistiques. Moi, je vais utiliser des outils statistiques pour pouvoir et combler cet écart-là. Donc, c'est en ce sens que le travail de l'étudiant est, à mon avis, il souffre un problème, donc il n'a pas vraiment un problème de recherche. Donc, c'est comme si les éléments identifiés, donc les auteurs avaient déjà identifié ces éléments-là. Donc, je pense que l'étudiant doit chercher son problème de recherche. Peut-être, comme chaque territoire a sa spécificité, donc peut-être les résultats des chercheurs, des auteurs sont assez généraux. Donc, moi, en tant qu'étudiant, en tant que chercheur, je vais pouvoir identifier des résultats assez spécifiques à la réalité de la commune cible. Donc, c'est en ce sens. C'est pour ça qu'il est intéressant, Jean-Rouni, de prendre en compte les autres travaux des étudiants. Oui. Des étudiants qui ont travaillé sur Jacmel, il y en a qui ont travaillé sur, je ne sais pas moi, d'autres communes, et dans le cadre de la décentralisation, qui auraient abordé la question de telle manière à tel endroit donné. D'accord? Pour vraiment démontrer ton apport. Je pense que ça, il faut trouver le temps nécessaire et puis pour pouvoir travailler et préciser cet apport-là dès l'introduction. Parce qu'il ne suffit pas de dire Providence a dit ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Il faut questionner ce que Providence a dit. Il faut dire, mais il a dit ça, bon, oui, mais par rapport à un tel, bon, peut-être il a plus, et son travail a plus en tout cas, prend en compte plus le contexte local, ce qui reviendrait à dire que moi, je vais mesurer ce qu'il a dit là dans ma localité, hein, pour voir est-ce qu'il a totalement raison. Ou l'autre disait ça, mais c'est pas totalement compatible à telle réalité. Parce que notre réalité, bon, on est dans un pays où on parle beaucoup de démocratie, on aime bien parler de beaucoup de choses, de grandes choses. Dans la pratique, il n'y a rien qui est fait. Donc, tu peux démontrer que, oui, on parle de décentralisation, etc. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui se passe dans ma commune? Est-ce qu'on peut dire que il y a des éléments, les éléments sont là. Ils sont là, oui. Il faut structurer l'introduction générale, faire apparaître votre problème de recherche. D'accord, tu as les éléments sont là, sinon on n'allait pas accepter la soutenance. C'est pour rappeler au grand public, on est en train de faire comprendre, parce que à tout le monde, qu'un travail, peu importe, hein, celui qui va le réaliser, tout travail est critiquable chez nous, hein, c'est-à-dire au niveau scientifique. Donc, quand on pousse l'étudiant vraiment vers une réflexion critique, c'est normal. Hein? Il y a des éléments à valoriser dans son travail, eh bien, il doit se mettre au travail pour vraiment profiter de ces éléments-là. Voilà, j'espère que le message est bien passé. Tu as bien compris, Jean-Rouni. Oui. On n'est pas... Hein, c'est pas de la maltraitance, non? C'est de la bienveillance, au contraire, n'est-ce pas? Oui, oui. Bon, tu as quelques secondes. Alors, avant, je ne sais pas, je peux accorder 30 secondes à Tadal. Si jamais il veut ajouter quelque chose rapidement, parce qu'on termine à 20. Donc, il nous reste à peine 1 minute et demie.
cher collègue Tadal, très rapidement. Non, je n'ai pratiquement rien à ajouter. Ok. Oui, oui. Eh bien, mon cher, merci. Bon, vraiment, vraiment merci pour tout ce travail, cet encadrement. Et vraiment, on espère, comme tu l'as dit, après un certain temps, Jean-Oni sera prêt à nous remplacer. Hein, Jean-Oni, 30 secondes. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Bon, et encore une fois, donc, et nous tenons à remercier donc, les membres du jury, ainsi que vous, Docteur Providence. Et c'est un honneur pour moi de présenter ce travail. Et aussi, donc, je tiens à exprimer donc, également donc, ma profonde remerciement et gratitude envers mon directeur de mémoire, M. Tadal, ok, pour son encadrement bienveillant, ses conseils éclairés et sa disponibilité tout au long de son parcours. Donc, et je souhaite aussi saluer une personne aussi importante pour moi, donc, qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Joseph Lambert, donc, qui m'a permis, donc, je sais, d'obtenir donc, ce bourse d'études, donc, je sais, pour pouvoir, donc, je sais, apporter de plus au sein de mon background académique, etc. Donc, je tiens à lui remercier, donc, tout ça. Il t'a laissé un article. Il t'a laissé un article et un mémoire. Un article voilà. Tu oses le remercier publiquement sans l'utiliser. Bon, alors, si ça achève notre soutenant, comme il y aura une autre soutenant, je tiens à respecter le créneau. Donc, voilà, merci à tout le monde. Il y a une dernière soutenance et ça va être le tour de Madame Davoust et le prochain président de jury, c'est mon collègue Jude-Marie Saint-Martin. On arrête l'enregistrement et Jude-Marie Saint-Martin, merci de prendre la main. D'accord, merci. Donc, on arrête l'enregistrement.